L'histoire que vous allez écouter est merveilleuse. S'il vous plaît, si l'histoire vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires depuis où vous regardez cette vidéo. Merci de nous regarder. Antoine ajusta une dernière fois sa cravate de marque avant de sortir de sa Mercedes noire sur le parking du parc des Acacias. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur l'aire de jeu où les rires des enfants résonnaient comme une symphonie qu'il avait oublié comment écouter. Sa fille de 7 ans, Julie, était assise en silence sur la banquette arrière, ses cheveux dorés capturant la lumière comme de la soie fine, ses yeux bleus fixés sur quelque chose qu'elle seule pouvait voir. « Allons-y, ma chérie », dit doucement Antoine en lui ouvrant la portière. Julie glissa sa petite main dans la sienne, mais ne dit rien. Elle ne disait jamais rien. Depuis 3 ans, 2 mois et 16 jours, Antoine les comptait tous, Julie était restée silencieuse. Ce n'était pas par choix, avaient dit les médecins. Le traumatisme de la perte de sa mère dans cet accident de voiture avait enfermé sa voix quelque part au plus profond d'elle. Et aucune thérapie, aucun spécialiste ni aucune prière n'avait réussi à trouver la clé. Antoine était un homme qui résolvait des problèmes pour gagner sa vie. En tant que PDG du groupe Moreau, une grande entreprise, il commandait des salles remplies de dirigeants, négociait des accords de plusieurs millions d'euros et transformait des entreprises en faillite en histoires à succès. Mais il ne parvenait pas à réparer la seule chose qui comptait le plus, le silence de sa fille. Ils marchèrent vers l'aire de jeu, les petits doigts de Julie s'agrippant à sa main comme à une bouée de sauvetage. D'autres enfants couraient à côté d'eux, criant et jouant à des jeux que Julie observait avec des yeux avides, mais auxquels elle ne se joignait jamais. La poitrine d'Antoine se serra en la voyant s'asseoir sur un banc, ses jambes se balançant librement, sa bouche scellée comme un coffre-fort protégeant des trésors trop précieux pour être partagés. « Julie, tu voudrais essayer les balançoires aujourd'hui ?» demanda-t-il, sa voix portant le même espoir doux que chaque après-midi où il venait ici. Julie le regarda avec ses yeux incroyablement bleus, les yeux de Sophie, et secoua la tête presque imperceptiblement. C'est alors qu'Antoine le vit, un garçon peut-être de l'âge de Julie, avec des cheveux blonds sales partant dans toutes les directions et des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. Ses baskets étaient trouées et son t-shirt était 2 fois trop grand, probablement de seconde main. Mais son sourire aurait pu illuminer toute la ville. Le garçon construisait quelque chose dans le bac à sable, la langue sortie en signe de concentration, tandis qu'il modelait le sable avec ses mains nues. D'autres enfants jouaient autour de lui, mais il semblait content dans son propre monde, créant ce qui ressemblait à un château élaboré, avec des tours et des douves. Julie se leva soudainement du banc, son mouvement si rapide qu'il surprit Antoine. Elle se dirigea vers le bac à sable avec une détermination qu'il n'avait pas vue en elle depuis 3 ans. Antoine la suivit à distance, son cœur martelant contre ses côtes. Le garçon leva les yeux quand Julie s'approcha et son visage s'illumina comme un matin de Noël. « Salut, tu veux m'aider à construire ce château? Je le fais pour une princesse, mais je crois que j'ai besoin de quelqu'un qui sait ce que les princesses aiment vraiment. » Julie s'arrêta juste avant le bac à sable, ses yeux grands ouverts et concentrés sur la création du garçon. Elle s'agenouilla dans le sable, sans se soucier de sa robe coûteuse, et tendit la main pour toucher l'une des tours. « Attention », dit le garçon rapidement mais sans dureté. « Elle est encore un peu fragile. Je m'appelle Lucas. Lucas Martin. Et toi ?» Antoine retint son souffle. C'était le moment qui lui brisait toujours le cœur. Lorsque d'autres enfants attendaient que Julie parle et qu'elle ne le pouvait pas, la déception sur leur visage la renvoyait généralement en courant vers lui. Mais quelque chose de différent se produisit aujourd'hui. Julie ouvrit la bouche et pour la première fois en 3 ans, 2 mois et 16 jours, elle chuchota un seul mot qui changea tout. « Julie ». Les jambes d'Antoine faillirent céder. Julie avait parlé. Sa fille, sa précieuse et silencieuse Julie, venait de dire son nom à un parfait inconnu. Le mot flotta dans l'air comme une prière exaucée et Antoine sentit des larmes couler sur son visage avant de pouvoir les arrêter. Le visage de Lucas s'illumina comme les feux d'artifice que Julie aimait tant avant que le monde ne devienne silencieux. « Julie, c'est un très joli nom », s'exclama-t-il en tapant ses mains pleines de sable avec une joie pure. Comme la princesse Julie dans mon livre préféré à la bibliothèque. C'est celle qui pouvait parler aux animaux et faire fleurir les fleurs juste en leur souriant. Tu veux m'aider à faire le pont-levis? Je n'arrive pas à comprendre comment le faire s'ouvrir et se fermer correctement.
Antoine regarda avec étonnement Julie hocher la tête avec enthousiasme, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis avant la mort de Sophie. Elle se rapprocha de Lucas dans le bac à sable, sa robe blanche immaculée maintenant décorée de sable doré, et commença à modeler soigneusement l'entrée du château avec des doigts délicats qui n'avaient pas joué depuis des années. « Ma maman me lisait des histoires de château », murmura Julie, sa voix à peine audible, mais claire comme du cristal pour les oreilles désespérées d'Antoine. Chaque mot était un miracle, un cadeau qu'il pensait ne plus jamais recevoir. Elle disait que chaque château a besoin d'un jardin secret où la princesse peut aller quand elle est triste, un endroit beau et silencieux, où elle peut penser à des choses heureuses. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent d'excitation et il commença à creuser avec enthousiasme dans le sable. Un jardin secret? C'est la meilleure idée du monde. On pourrait le mettre juste ici, derrière la tour principale, avec des petites fleurs en sable coloré. Il arrêta de creuser, regardant Julie avec une curiosité sans jugement. « Ta maman a l'air vraiment intelligente et gentille. Elle vient te chercher plus tard ou tu rentres avec ton papa. » Beat, dies ist der Haus. Le souffle d'Antoine se coinça dans sa gorge. C'était toujours la partie la plus difficile. Le moment où d'autres enfants posaient des questions sur sa maman et où le visage de Julie se fermait comme des volets qui claquent. Il avait vu cela se produire des dizaines de fois. Il l'avait vu se retirer dans le silence quand les questions devenaient trop difficiles. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, les mains de Julie s'immobilisèrent dans le sable, mais elle ne s'enfuit pas, ne se referma pas. Au lieu de cela, elle regarda Lucas droit dans les yeux, avec ses yeux incroyablement bleus, les yeux de Sophie, et parla avec une fermeté qui brisa et répara le cœur d'Antoine simultanément. « Maman est au ciel maintenant », dit-elle simplement, sa voix portant une grâce qui semblait bien au-delà de ses 7 ans. « Elle me regarde depuis les étoiles chaque nuit. Papa m'a montré laquelle est la sienne. C'est la plus brillante juste au-dessus de notre maison. » Lucas s'arrêta complètement de creuser et regarda Julie avec une compréhension bien au-delà de son jeune âge. Les bruits de l'air de jeu semblaient s'estomper autour d'eux alors qu'il traitait ses paroles avec la considération sérieuse qu'elles méritaient. « Mon papa est au ciel aussi », dit-il doucement, sa voix s'abaissant pour correspondre au ton respectueux de Julie. « Il y est allé quand j'avais 5 ans, mais je me souviens de tout à son sujet. Il avait les plus grandes mains du monde et il construisait les plus incroyables châteaux de sable. Maman dit qu'il me regarde depuis la plus grande étoile dans le ciel, celle qui a l'air de clignoter. Elle dit qu'il m'envoie de beaux rêves parfois, surtout quand j'ai peur ou que je me sens seul. » Antoine sentit son cœur s'élargir et se briser en même temps. Ses 2 enfants, tous 2 touchés par la perte à un si jeune âge, s'étaient trouvés dans un bac à sable et partageaient leur douleur la plus profonde, avec l'honnêteté innocente que seuls les enfants possédaient. « Peut-être qu'ils sont amis là-haut », suggéra Julie, et pour la première fois en plus de 3 ans, un sourire authentique étira les coins de sa bouche. Non pas le sourire poli et répété qu'elle avait appris à utiliser pour les médecins et les thérapeutes, mais une expression réelle et spontanée d'espoir. « Je parie qu'ils le sont », acquiesça Lucas, son propre sourire égalant le sien. « Et je parie qu'ils sont vraiment contents que nous soyons amis ici. Peut-être même qu'ils nous ont aidés à nous trouver aujourd'hui. » Alors que le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, projetant sur l'air de jeu des teintes dorées qui rendaient tout magique, Antoine réalisa que quelque chose de profond se passait. Sa fille ne parlait pas seulement, elle guérissait. La partie verrouillée de son âme s'ouvrait comme une fleur, tendant vers la lumière du soleil. Et tout cela grâce à un garçon avec des trous dans ses chaussures et un cœur plus grand que le ciel. Mais alors qu'il les regardait jouer, construisant avec soin leur château et leur amitié, avec une égale attention, Antoine ne pouvait se défaire du sentiment que ce moment était trop parfait, trop fragile. Que se passerait-il à la fin de cet après-midi? Et demain ou la semaine prochaine? Quelque chose d'aussi beau pouvait-il vraiment durer? « Papa, est-ce que Lucas peut venir à la maison ?» demanda Julie alors qu'il retournait à la Mercedes, sa petite main toujours agrippée à celle d'Antoine, mais maintenant avec une énergie excitée, plutôt que le besoin désespéré auquel il s'était habitué. Sa voix portait une légèreté dont il avait oublié l'existence. Antoine regarda en arrière vers le bac à sable, où Lucas démontait soigneusement son château, rangeant le sable pour les enfants de demain, avec le genre de prévenance qui en disait long sur son caractère. Le garçon leva les yeux et fit un grand signe de la main à Julie,
son sourire édenté, contagieux et pur, le genre de sourire qui pourrait illuminer la pièce la plus sombre. « On verra, ma chérie », dit Antoine, bien que son esprit soit déjà en proie à des questions et des inquiétudes. Qui était ce garçon? Où étaient ses parents? Pourquoi était-il seul au parc? Et plus important encore, qu'arriverait-il à la voix retrouvée de Julie si cette amitié ne pouvait pas continuer? « Lucas !» appela Antoine, ses instincts de PDG prenant le dessus alors qu'il s'approchait du garçon. « Quelqu'un vient te chercher ?» Il se fait assez tard. Le garçon s'approcha bondissant d'une énergie sans limite, du sable collé à ses vêtements usés et ses cheveux en bataille. « Oh, je rentre à pied. Ce n'est pas loin, juste après la vieille usine sur la rue des Palmiers et au coin de la laverie avec l'enseigne au néon clignotant. Maman travaille au restaurant de Georges. Alors je viens ici la plupart des jours après l'école. Parfois je vais d'abord à la bibliothèque, mais le parc est mon endroit préféré parce qu'on peut construire des choses et utiliser son imagination. » Le sang d'Antoine se glaça. La rue des Palmiers se trouvait dans l'un des quartiers les plus dangereux de la ville, un endroit où même la police patrouillait par deux. L'idée qu'un enfant de 7 ans marche seul dans ces rues chaque après-midi était impensable, le genre de choses qui empêchait les parents de dormir la nuit. « Depuis combien de temps rentres-tu seul ?» demanda Antoine, essayant de garder sa voix décontractée, tandis que son esprit calculait tous les dangers qu'un enfant pourrait rencontrer dans ce quartier. Lucas haussa les épaules avec l'indifférence de quelqu'un de trop jeune pour comprendre pleinement les risques auxquels il faisait face quotidiennement depuis la rentrée en septembre. « Maman dit que je suis assez responsable maintenant, que j'ai 7 ans et demi. En plus, Madame Thérèse de la maison d'à côté me surveille depuis sa fenêtre. Et Monsieur Paul du magasin du coin me fait toujours un signe et me donne parfois un bonbon gratuit si je l'aide à porter les courses des vieilles dames. » Julie tira avec insistance sur la manche d'Antoine, ses yeux brillants d'une idée. « Papa, on peut ramener Lucas à la maison, s'il te plaît? Il commence à faire nuit et il ne devrait pas marcher seul quand il fait sombre. » Antoine regarda les yeux suppliants de sa fille, les mêmes yeux qui avaient été vides et sans vie pendant si longtemps, et sut qu'il ne pouvait pas refuser sa première vraie demande depuis des années. Les instincts protecteurs qu'il ressentait pour Julie s'étendaient naturellement à ce garçon remarquable qui lui avait rendu sa voix. « Bien sûr, Lucas, nous serions ravis de te ramener à la maison. Ça nous ferait plaisir. » Le trajet en voiture fut une révélation qui changea tout ce qu'Antoine pensait savoir sur la résilience des enfants. Lucas parla sans arrêt de l'école, de son enseignante préférée, Madame Camille, qui le laissait aider à l'heure du conte, des fameux beignets de sa mère, que tous les voisins réclamaient, et de son grand rêve de devenir astronaute pour pouvoir rendre visite à son père parmi les étoiles. Julie buvait chacune de ses paroles, ajoutant parfois ses propres commentaires doux, chacun étant un miracle pour les oreilles d'Antoine. « Tu veux vraiment aller dans l'espace ?» demanda-t-elle. « Un atterrissage un salaire effrayant. »« Pas effrayant, » corrigea gentiment Lucas. « Incroyable. Pensez, Julie. Tu pourrais voir le monde entier de là-haut et tous les problèmes qui semblent si grands ici sembleraient tout petits. En plus, je parie que la vue du ciel était bien meilleure depuis l'espace. » Quand ils s'arrêtèrent devant un petit immeuble d'appartements usé sur la rue des Palmiers, le cœur d'Antoine se serra. La peinture s'écaillait des murs. Les marches de l'entrée semblaient prêtes à s'effondrer sous le moindre poids. Et plusieurs fenêtres étaient recouvertes de carton au lieu de verre. C'était la pauvreté dans sa forme la plus crue et la plus impitoyable. « Merci pour le trajet, monsieur ?» Lucas s'arrêta, réalisant qu'il ne connaissait pas le nom de famille d'Antoine malgré leur après-midi ensemble. « Moreau ?» répondit Antoine, observant attentivement le visage du garçon. « Antoine Moreau ?» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent de reconnaissance et d'excitation sincère. Comme le groupe Moreau, le grand immeuble du centre-ville, avec toutes les fenêtres brillantes qui reflètent les nuages. Maman y nettoie des bureaux parfois le week-end, quand ils ont besoin d'aide supplémentaire. Antoine hocha la tête, surpris que le garçon non seulement connaisse son entreprise, mais en parle avec un tel enthousiasme. Maman dit toujours que les gens qui y travaillent doivent être vraiment importants, parce que tout est si propre et chic, continua Lucas, rayonnant d'une fierté innocente. C'est trop cool! Votre papa doit être comme un super-héros en costume. Alors que Lucas disparaissait dans l'immeuble, saluant avec enthousiasme jusqu'à la dernière seconde possible, Antoine réalisa quelque chose de profondément troublant. Julie avait retrouvé sa voix, mais à quel prix? Lucas vivait dans un monde qu'Antoine comprenait à peine,
un monde de lutte et d'incertitude qui lui était aussi étranger qu'une autre planète. Que se passait-il lorsque deux mondes si différents entraient en collision? Et plus important encore, qu'arriverait-il à Julie si ces mondes ne parvenaient pas à coexister? Le lendemain matin, Antoine trouva Julie assise près de la fenêtre de sa chambre, dans le coin lecture que Sophie avait créé des années auparavant, entièrement habillée de sa robe bleue préférée et regardant fixement le réveil numérique sur sa table de chevet. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant ses cheveux dorés comme un halo. « Il n'est que 7h30, ma chérie. Nous n'avons pas besoin d'aller au parc avant 15h, dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle sur le siège de la fenêtre, qui avait été l'endroit préféré de Julie avant que le monde ne devienne silencieux. « On peut y aller plus tôt aujourd'hui ?» demanda Julie, sa voix plus claire et plus forte que la veille, chaque mot plus confiant que le précédent. Lucas a dit qu'il irait peut-être à la bibliothèque avant le parc aujourd'hui. Il va lire des histoires aux petits-enfants et je veux voir quels livres il aime. Peut-être que je pourrais l'aider. Le cœur d'Antoine se remplit de joie et d'inquiétude à parts égales. Julie parlait en phrases complètes, montrait de l'enthousiasme pour des activités au-delà de sa routine calme et soigneusement contrôlée. Tous des signes positifs qui le remplissaient d'espoir. Mais toute sa guérison émotionnelle semblait dépendre d'un petit garçon qu'elle connaissait depuis moins de 24 heures. Et cette dépendance le terrifiait. « Julie, ma chérie, il faut qu'on parle de Lucas. » Commença Antoine avec précaution, choisissant ses mots comme des pierres de gué à travers une rivière dangereuse. « C'est un garçon merveilleux et je suis si heureux que vous soyez devenus amis, mais c'est mon meilleur ami !» L'interrompit Julie, avec une fermeté qui surprit complètement Antoine. Il comprend ce que c'est de manquer aux gens et d'avoir des trous dans le cœur qui font mal parfois. Et il me donne envie de reparler, papa. Quand je suis avec lui, les mots ne se sentent plus coincés. La simplicité et l'honnêteté de sa déclaration frappèrent Antoine comme un coup physique. Lucas lui donnait envie de reparler. 3 ans des meilleurs thérapeutes que l'argent pouvait acheter, d'innombrables séances avec des psychologues pour enfants, des spécialistes venus du monde entier, rien de tout cela n'avait accompli ce qu'un après-midi avec un garçon de la rue des Palmiers avait réalisé. Cet après-midi-là, ils trouvèrent Lucas à la bibliothèque publique, exactement là où il avait dit qu'il serait, et la scène qui les accueillit coupa le souffle d'Antoine. Lucas était assis dans la section des enfants, entouré d'un groupe diversifié de jeunes enfants, qui le regardaient avec une attention captivée, tandis qu'il donnait vie à une histoire avec des voix animées et des gestes expressifs. Et puis le dragon réalisa qu'il n'était pas du tout effrayant. « Il était juste seul et incompris », disait Lucas, sa voix animée et engageante, tout son corps bougeant alors qu'il jouait l'histoire. Personne ne lui avait jamais demandé pourquoi il crachait du feu. Il se contentait de s'enfuir en criant. Alors, quand la princesse s'est enfin assise et lui a demandé ce qu'il ressentait, il a commencé à pleurer des larmes de joie au lieu de cracher du feu. Julie s'avança sans hésitation et s'assit en tailleur sur le tapis coloré avec les autres enfants, complètement absorbés par le récit de Lucas. Antoine observait de derrière les étagères voisines, impressionné et ému. Sa fille, qui avait à peine interagi avec d'autres enfants depuis l'accident, faisait maintenant partie d'un groupe, riant et applaudissant avec l'histoire, comme si elle n'avait jamais été silencieuse. Quand l'heure du conte se termina et que les enfants se dispersèrent pour trouver leurs propres livres, Lucas vit Julie et son visage s'illumina comme un matin de Noël. « Julie, tu es venue. Tu as entendu l'histoire du dragon ? C'est une de mes préférées parce qu'elle nous apprend que parfois, les gens qui ont l'air effrayants sont juste tristes à l'intérieur. J'adore les histoires où tout le monde finit heureux et compris. »« 15 mois aussi, » répondit Julie avec une confiance croissante. « Lucas, tu lis des histoires ici tous les jours ? Tu es très bon pour rendre les personnages réels. Madame Camille me laisse l'aider pour l'heure du conte le mercredi et le vendredi, » expliqua Lucas avec une fierté évidente. « Elle dit que j'ai un don spécial pour donner vie aux personnages et aider les enfants à se connecter aux livres. Je veux écrire mes propres livres un jour. Des histoires qui aideront les enfants tristes à se sentir mieux et moins seuls. » Antoine sentit quelque chose de fondamental changer en lui. Ce n'était pas juste une rencontre heureuse ou un moment lumineux temporaire. Lucas était vraiment spécial. Son empathie naturelle, sa manière intuitive avec les enfants, sa résilience malgré des difficultés évidentes. C'étaient des qualités qui ne pouvaient être ni achetées, ni enseignées, ni fabriquées. Alors qu'ils quittèrent la bibliothèque ensemble,
Julie glissa sa main libre dans celle de Lucas en toute confiance, créant une chaîne de 3 personnes qui semblait plus naturelle que tout ce qu'Antoine avait connu depuis la mort de Sophie. Pour la première fois en plus de 3 ans, il sentit qu'il pourrait vraiment redevenir une famille. Mais ensuite, Lucas mentionna quelque chose qui brisa le sentiment de paix grandissant d'Antoine et changea tout. « Ah, au fait, maman voulait que je vous remercie pour le trajet d'hier. Monsieur Moreau. Elle s'inquiétait quand je suis rentré avec 15 minutes de retard. Mais quand je lui ai tout raconté sur Julie et notre château, et comment nous manquons tous les deux à des gens au ciel, elle a pleuré des larmes de joie. » Lucas s'arrêta, son expression devenant soudainement sérieuse au-delà de son âge. Elle a dit que c'était la première fois depuis des mois que je parlais de me faire un nouvel ami, au lieu de juste regretter papa. Maman s'est beaucoup inquiétée pour moi dernièrement, surtout depuis qu'on a reçu l'avis d'expulsion. Elle essaie de le cacher, mais je sais qu'elle a peur. Le sang d'Antoine se transforma en glace. Avis d'expulsion. Cette amitié curative parfaite était sur le point d'être détruite par quelque chose d'aussi brutal et final qu'une expulsion. Antoine ne put se concentrer sur rien le reste de l'après-midi. Tandis que Julie jouait tranquillement dans sa chambre, parlant à ses animaux en peluche pour la première fois depuis des années, créant des histoires élaborées qui se propageaient dans la maison comme de la musique, son esprit tournait autour de la mention désinvolte de Lucas, d'un avis d'expulsion. Il essaya de se convaincre que ce n'était pas sa responsabilité. Il avait bâti le groupe Moreau à partir de rien, en prenant des décisions difficiles, en comprenant que les affaires étaient les affaires et que les émotions étaient des luxes que les gens qui réussissent ne pouvaient pas s'offrir. S'impliquer personnellement dans les problèmes financiers de chaque personne qui touchait sa vie était une recette pour le désastre. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le sourire édenté de Lucas et entendait le rire de Julie résonner dans la maison pour la première fois depuis la mort de Sophie. Comment pouvait-il peser des principes commerciaux contre la guérison miraculeuse de sa fille? À minuit, Antoine se retrouva dans son bureau au mur de chêne, son ordinateur portable ouvert, cherchant tout ce qu'il pouvait sur l'adresse du 231 rue des Palmiers, appartement 3B. Ce qu'il découvrit dans les registres publics lui retourna l'estomac avec un mélange de tristesse et de colère face à l'injustice de la vie. Anne Martin, 28 ans, cumulait 3 emplois à temps partiel, femme de ménage dans des bureaux au salaire minimum aux petites heures du matin, serveuse au restaurant de Georges pendant le service du soir, et baby-sitter occasionnelle pour les voisins lorsque son emploi du temps le permettait. Son mari, Charles, était décédé dans un accident de chantier 18 mois plus tôt, laissant derrière lui d'énormes factures médicales de sa lutte de 3 semaines pour la vie et aucune assurance pour amortir le choc. L'avis d'expulsion concernait 3 mois de loyer impayé. Un total de 700 euros. Antoine fixa le chiffre sur son écran avec incrédulité. Il dépensait plus que cela pour un seul dîner au Castelletto. C'était moins que ce qu'il payait pour le service de nettoyage mensuel de sa voiture. Pour la famille Martin, c'était la différence entre avoir un foyer et vivre dans la rue. Antoine prit son téléphone 3 fois pour appeler son assistante. Marguerite et lui demandaient d'émettre un chèque et de régler le problème discrètement et efficacement, mais à chaque fois il hésita. Quel message cela enverrait-il? Que se passerait-il le mois suivant quand il ne pourrait pas à nouveau payer le loyer? Était-il en train de résoudre un problème ou de créer une dépendance qui finirait par aggraver les choses? Qu'à l'après-midi suivant au parc, Lucas semblait différent, plus calme, moins enjoué, son énergie débordante habituelle, étouffée par une inquiétude trop lourde pour de si jeunes épaules. Quand Julie lui demanda de l'aider à construire un autre château, il accepta, mais son cœur n'y était pas. Ses mouvements étaient mécaniques, distraits. « Lucas, ça va ?» demanda Julie avec la préoccupation intuitive qui semblait être son super pouvoir. « Tu as l'air triste aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ?» La main de Lucas s'immobilisa dans le sable et un instant, Antoine vit le poids des soucis d'adulte s'installer sur le visage d'un enfant. « Maman a encore pleuré hier soir après avoir cru que je dormais. L'homme du bureau de l'immeuble est venu et il n'a pas été très gentil avec elle. Il a dit des choses méchantes sur les gens qui ne paient pas leurs factures et lui a donné un nouveau papier qui disait qu'on devait partir dans 2 semaines si on ne pouvait pas payer. » Lucas regarda Julie avec des yeux qui en avaient trop vu. « Je ne veux pas déménager, Julie. Je viens de trouver ma meilleure amie et je ne veux pas te perdre aussi. » Le visage de Julie se décomposa avec une expression qu'Antoine n'avait pas vue depuis le jour où on lui avait dit que maman ne rentrerait pas. « Tu ne peux pas déménager.
Tu es le seul qui comprend les mamans et les papas au ciel. Tu es le seul qui me donne envie de parler. » Antoine regarda le visage de sa fille, passé par des émotions qu'il n'avait pas vues en 3 ans. La colère, la peur, le désespoir et une protection féroce qui lui rappelait tellement Sophie que cela lui coupa le souffle. Elle ressentait à nouveau profondément et complètement, et c'était à la fois beau et terrifiant. « Peut-être que ton papa peut t'aider, » dit soudain Lucas, regardant Antoine avec des yeux pleins d'espoir qui portaient le poids de l'avenir d'une famille. « Il est important, n'est-ce pas? Les gens importants peuvent réparer des choses que les gens normaux ne peuvent pas. » Le poids des regards expectatifs des 2 enfants s'abattit sur les épaules d'Antoine comme du plomb. Il était important. Il pouvait régler ça, mais devait-il le faire? Et s'il le faisait, quelles seraient les conséquences pour toutes les personnes impliquées? « Je vais voir ce que je peux faire. » s'entendit dire Antoine, bien que son esprit criait des avertissements sur les limites et les complications et le territoire dangereux de mélanger les affaires avec les sentiments personnels. Cette nuit-là, alors qu'Antoine bordait Julie dans la chambre, qui sentait encore faiblement le parfum de lavande de Sophie, elle le regarda avec ses yeux incroyablement bleus et prononça les mots qui le hantaient pendant des jours sans sommeil. « Papa, si Lucas déménage, je crois que je pourrais arrêter de parler à nouveau. C'est la seule personne qui fait que les mots veulent sortir de l'endroit silencieux où ils se sont cachés. Sans lui, je ne sais pas si je me souviendrai comment utiliser ma voix. » Antoine réalisa avec une clarté cristalline qu'il ne lui demandait pas seulement d'aider une famille en difficulté. Il lui demandait de sauver la voix de sa fille, sa guérison, son avenir. Mais était-il assez fort pour unir 2 mondes qui semblaient destinés à rester séparés? Et quel serait le coût de cette tentative? Antoine se tenait devant le 231 rue des Palmiers, à 7h30 le lendemain matin, tenant une enveloppe contenant un chèque de banque de 1 000 €. Assez pour couvrir le loyer impayé et plusieurs mois d'avance. Il avait à peine dormi, luttant avec la voix de Sophie dans sa tête, sa douce sagesse résonnant à travers sa mémoire. « Tu ne peux pas tout résoudre avec de l'argent, Antoine », disait-elle souvent quand il essayait de faire des chèques pour des problèmes qui nécessitaient plus que des solutions financières. Parfois, le cœur a besoin de plus que ce que le portefeuille peut fournir. Parfois, les gens ont besoin de sentir qu'ils ont gagné leur dignité. Mais quelle était l'alternative? Laisser Lucas et sa mère être expulsés? Voir Julie se replier dans le silence? Parfois, l'argent était le seul outil qu'il avait, la seule langue qu'il parlait assez couramment pour aider. L'immeuble semblait encore plus délabré sous la lumière crue du matin. Des graffitis couvraient la plupart des murs du premier étage. Le trottoir était fissuré et inégal, et une odeur de déchets et de désespoir semblait flotter dans l'air comme un brouillard. Antoine monta les marches grinçantes jusqu'au 3B, chaque pas faisant écho à ses doutes, et frappa doucement. La femme qui ouvrit la porte n'était pas celle à laquelle il s'attendait. Anne Martin était belle d'une manière que les épreuves ne pouvaient pas effacer. Des pommettes hautes, des yeux sombres et intelligents qui ne manquaient de rien, et une aura de dignité que la pauvreté ne pouvait diminuer. Elle portait un uniforme de serveuse qui avait connu des jours meilleurs, mais il était impeccablement propre et elle tenait une tasse de café qui sentait principalement la chicorée et l'espoir. « Monsieur Moreau », dit-elle, le reconnaissant immédiatement grâce aux descriptions enthousiastes de Lucas. « Lucas m'a tout raconté sur vous et Julie. Il n'a pas arrêté de parler de sa nouvelle amie depuis hier. Entrez, s'il vous plaît. » L'appartement était minuscule, mais immaculé. Chaque surface était nettoyée jusqu'à briller. Tout était organisé avec une précision militaire. Et malgré la pauvreté évidente, il y avait de l'amour dans chaque recoin. Lucas était assis à une petite table. Faisant ses devoirs, la langue sortit en signe de concentration et il leva les yeux avec surprise et joie en voyant Antoine. « Monsieur Moreau, le papa de Julie est là. Vous voulez voir ma chambre? J'ai un télescope que papa m'a donné avant d'aller au ciel. Et parfois je regarde les étoiles et je lui raconte ma journée. »« Lucas, finis tes maths, » dit doucement Anne, sa voix portant l'autorité d'une mère qui était aussi l'encre de son fils. Elle se tourna vers Antoine avec des yeux curieux. « Désolé que notre appartement soit si petit. Puis-je vous offrir un café? Ce n'est pas du grand cru, mais il est fort. » Antoine regarda l'espace humble, les meubles soigneusement réparés, les dessins d'enfants couvrant le réfrigérateur, les manuels d'infirmières empilés sur chaque surface disponible. Ce n'était pas seulement la pauvreté. C'était quelqu'un qui se battait bec et ongles pour construire une vie meilleure contre toute attente. « Madame Martin, » commença Antoine,
sortant l'enveloppe avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. « Je veux vous aider avec votre situation de loyer. Lucas et Julie sont devenus très proches et je comprends que vous rencontrez des difficultés. Considérez ceci comme un cadeau, honte. Non. » La voix d'Anne était ferme, mais pas désagréable. Et son refus frappa Antoine comme un coup de poing. J'apprécie le geste plus que vous ne pouvez l'imaginer. Monsieur Moreau, mais je n'accepte pas la charité, même de la part de quelqu'un, avec les intentions les plus aimables. Antoine cligna des yeux, stupéfait. Dans son monde, tout le monde prenait de l'argent si vous en offriez assez. Tout le monde avait un prix, un chiffre qui résoudrait leurs problèmes et les rendrait reconnaissants. C'était un territoire inconnu. Madame Martin, s'il vous plaît, je comprends votre fierté, mais Lucas et Julie sont magnifiques ensemble. L'interrompit Anne avec une douceur d'acier. Mon fils n'a pas souri comme ça depuis la mort de son père. Et d'après ce que Lucas me dit, Julie retrouve sa voix. Mais l'argent n'achète pas l'amitié, monsieur Moreau. Il la complique. Il crée des déséquilibres que des enfants ne devraient pas avoir à gérer. Alors, que puis-je faire ? Demanda Antoine, sincèrement confus et se sentant impuissant d'une manière qui lui était totalement étrangère. Je ne peux pas simplement vous regarder être expulsé alors que j'ai le pouvoir de l'empêcher. Anne l'étudia un long moment, ses yeux intelligents semblant voir à travers son âme. Quand elle parla, ses mots allaient tout changer. Vous voulez aider ? Donnez-moi un emploi, un vrai emploi, avec des avantages et un avenir. Je suis à 2 semestres de terminer mon diplôme d'infirmière, mais je ne peux pas me permettre de continuer. Aidez-moi à construire quelque chose de durable, pas seulement à payer pour une solution temporaire qui ne résout rien. Lucas leva les yeux de ses devoirs, son jeune visage brillant d'une compréhension qui stupéfia Antoine. Maman est très intelligente, monsieur Moreau. Elle sera la meilleure infirmière du monde et aidera les gens malades à se sentir mieux. Comme Julie m'a aidé à me sentir mieux à propos de l'absence de papa. Et je l'ai aidé à retrouver sa voix. C'est comme un cercle d'entraide. Antoine regarda cette femme remarquable et son fils extraordinaire, réalisant qu'il avait complètement mal compris leur situation. Il ne s'agissait pas de charité. Il s'agissait d'opportunité, de dignité et de la chance de construire quelque chose de significatif. 3 jours plus tard, Antoine était assis en face d'Anne Martin dans sa salle de conférence exécutive au 4e étage du groupe Moreau. Le contraste était frappant. Anne dans sa meilleure robe, qui était encore clairement de seconde main, entourée de chaises en cuir italien et de fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue sur toute la ville. « J'ai parlé à notre service des ressources humaines », commença Antoine, faisant glisser un dossier sur la table en palissandre. « Nous avons un poste à pourvoir dans notre programme de bien-être en entreprise. Le poste consiste à coordonner les services de santé pour nos employés, à travailler avec notre personnel médical et à terme, à gérer les initiatives de bien-être. C'est parfait pour quelqu'un, avec votre expérience et votre futur diplôme d'infirmière. » Anne ouvrit le dossier, ses yeux s'écarquillant en lisant le chiffre du salaire. « Monsieur Moreau, c'est plus que ce que je gagne en 6 mois avec mes 3 emplois combinés. » « Il y a plus. » Continua Antoine, ressentant un étrange mélange de nervosité et d'excitation. « Le poste est assorti d'une assurance santé complète, du remboursement des frais de scolarité pour terminer votre diplôme d'infirmière et d'une garderie dans l'immeuble où Lucas pourrait rester après l'école, jusqu'à ce que vous ayez fini de travailler. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Anne Martin semblait véritablement stupéfaite. Elle regarda les papiers un long moment, puis leva les yeux vers Antoine avec des yeux qui brillaient de larmes non versées. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « C'est incroyablement généreux. Mais pourquoi faites-vous cela ? Cela va bien au-delà de l'aide à l'amitié de nos enfants. » Antoine s'était posé la même question 100 fois. Au cours des 3 derniers jours, la réponse s'était lentement cristallisée, douloureusement, comme une vérité qu'il avait évitée depuis la mort de Sophie. « Parce que Julie n'a pas seulement retrouvé sa voix, dit-il doucement, elle a retrouvé sa lumière. Et Lucas a quelque chose de spécial, quelque chose qui ne peut être ni enseigné ni acheté. Il a la capacité de guérir les gens simplement en étant lui-même. J'ai vu ce qu'il a fait pour Julie, ce qu'il fait avec ses enfants à la bibliothèque. Ce n'est pas seulement de l'amitié, c'est un don. » La main d'Anne trembla légèrement alors qu'elle tournait la page. « Le poste commencerait immédiatement. Demain, si vous le pouvez, nous fournirons une aide au logement temporaire pendant votre transition. » Non. La voix d'Anne était à nouveau ferme.
Pas d'aide au logement. Je me débrouillerai avec notre appartement jusqu'à ce que je puisse trouver mieux. Mais le travail... Elle le regarda avec un sourire qui transforma tout son visage. Le travail, je l'accepterai avec gratitude et la promesse que vous ne regretterez pas cette décision. Alors qu'il se serrait la main, Antoine sentit quelque chose changer en lui, une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis avant la mort de Sophie. Mais en regardant Anne rassembler les papiers avec des mains tremblantes, il ne put se défaire du sentiment qu'il venait de mettre en mouvement quelque chose qui changerait toute leur vie de manière qu'ils ne pouvaient imaginer. Cet après-midi-là, lorsque Lucas et Julie se retrouvèrent au parc, la nouvelle explosa de Lucas comme un feu d'artifice. « Julie, devine quoi? Maman a eu un vrai travail dans l'immeuble de ton papa. Un travail avec une assurance et tout. On n'a pas à déménager. » Il tourna sur lui-même dans le bac à sable, les bras étendus, du sable volant partout. Le visage de Julie s'illumina d'une joie pure. « Vraiment? Pour de vrai? Pour de vrai. Je vais rester pour toujours et à jamais, déclara Lucas. Et le meilleur, c'est qu'il y a un endroit pour les enfants dans l'immeuble. Alors je pourrai rester près de maman pendant qu'elle travaille, et peut-être qu'on pourra se voir parfois pendant la journée. » Antoine observait leur célébration avec une chaleur dans la poitrine qui lui semblait étrange et merveilleuse, mais alors que d'autres parents sur l'aire de jeu commencèrent à remarquer leur interaction. Un homme clairement riche regardant sa fille jouer avec un enfant du mauvais côté de la ville. Il commença à comprendre que ses problèmes ne faisaient que commencer. Les chuchotements commencèrent immédiatement. « Est-ce pas Antoine Moreau? Qu'est-ce qu'il fait ici? Dans ça, mon Dieu! » Les vêtements de ce garçon semblent venir d'une friperie. Quelle étrange association de les voir ensemble. Pour la première fois, Antoine réalisa qu'unir deux mondes n'était pas seulement une question d'argent ou d'emploi. C'était une question de confronter une société qui préférait ses classes séparées et sa charité invisible. Mais en regardant Julie et Lucas construire leur dernière création de sable, une maison avec des fenêtres tournées vers le ciel pour pouvoir saluer leurs parents au ciel, Antoine sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il s'était engagé sur cette voie et où qu'elle mène, ils la parcourraient ensemble. 2 semaines après la prise de poste d'Anne au groupe Moreau, les premières fissures commencèrent à apparaître. Antoine le découvrit lorsque son assistante Marguerite frappa à la porte de son bureau avec une expression qui signifiait des problèmes. « Monsieur Moreau, nous devons discuter de la situation avec Madame Martin », dit Marguerite, fermant la porte derrière elle avec une précaution inhabituelle. « Quelle situation? Son travail est exemplaire. Les employés adorent les programmes de bien-être qu'elle met en place. » Marguerite se tortilla mal à l'aise. Ce n'est pas sa performance. « Monsieur, c'est la perception. » Plusieurs membres du conseil d'administration ont exprimé des inquiétudes concernant votre implication personnelle dans son embauche. Des rumeurs circulent sur du favoritisme, sur le fait que vous auriez contourné les politiques de l'entreprise pour des raisons personnelles. Antoine sentit sa mâchoire se crisper. Anne Martin a été embauchée sur la base de ses qualifications et de notre besoin réel de quelqu'un avec ses compétences. Le fait que nos enfants soient amis n'est pas pertinent. « Qu'est-ce que c'est vraiment ?» demanda doucement Marguerite. « Monsieur, je travaille pour vous depuis 8 ans. Je ne vous ai jamais vu interviewer personnellement un candidat pour un poste de niveau intermédiaire, encore moins quelqu'un sans diplôme complet. Les gens parlent. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'école de Julie. Monsieur Moreau, c'est la directrice, Madame Soares. Pourriez-vous venir cet après-midi? Il y a eu un incident avec Julie. Qu'une heure plus tard, Antoine était assis dans le bureau de la directrice, tandis que Julie se tortillait sur la chaise à côté de lui, son visage maculé de larmes. En face d'eux se tenait une autre mère, Madame Tavares, dont la fille Béatrice était dans la classe de Julie. Julie a poussé Béatrice pendant la récréation, expliqua la directrice. Mais quand nous lui avons demandé pourquoi, elle a dit que Béatrice avait traité son ami Lucas de pauvre et lui avait dit qu'elle était stupide de jouer avec des enfants pauvres. Madame Tavares renifla avec dédain. Béatrice observait simplement que Julie semble avoir développé un attachement inapproprié à un enfant d'un milieu très différent. Les enfants doivent apprendre les limites sociales appropriées. Antoine sentit la colère monter en lui, mais avant qu'il ne puisse parler, la petite voix de Julie coupa l'attention. Lucas n'est pas un pauvre. C'est le garçon le plus gentil et le plus intelligent que je connaisse.
Il lit des histoires aux petits-enfants et les aide à se sentir mieux quand ils sont tristes. Béatrice ne sait rien de lui et elle ne sait rien non plus de la tristesse. La pièce tomba dans le silence. Julie venait de prononcer plus de mots pour défendre son amie qu'elle n'en avait dit à quiconque à l'école en 3 ans. « Julie, pousser n'est jamais approprié, » dit doucement la directrice, « mais je comprends que tu défendais ton ami. Cela montre de la loyauté. » Le visage de Madame Tavares devint rouge. « C'est exactement ce que je veux dire. » Cette association affecte clairement le comportement de Julie. Peut-être que M. Moreau devrait reconsidérer le fait de laisser sa fille passer du temps avec des enfants de circonstances si différentes. Antoine se leva lentement, sa voix d'un calme mortel. « Madame Tavares, ma fille a retrouvé sa voix pour la première fois en 3 ans grâce à son amitié avec Lucas Martin. Si vous avez un problème avec ça, je vous suggère d'examiner vos propres préjugés plutôt que de remettre en question mes décisions parentales. » En sortant de l'école, Julie glissa sa main dans celle d'Antoine. « Papa, je suis désolé d'avoir poussé Béatrice, mais je ne suis pas désolé d'avoir défendu Lucas. Maman disait toujours que défendre les gens qu'on aime est toujours la bonne chose à faire, même quand c'est difficile. » Antoine serra sa main, se sentant à la fois fier et terrifié. Julie apprenait à se battre pour ce qui comptait pour elle, mais ce faisant, elle apprenait aussi que leur nouvelle configuration familiale se heurterait à la résistance d'un monde qui préférait ses frontières clairement définies. Cette nuit-là, alors qu'Antoine bordait Julie, elle posa la question qu'il redoutait. « Papa, pourquoi certaines personnes pensent que Lucas n'est pas aussi bien que moi? Il est plus intelligent que la plupart des enfants de ma classe et il est certainement plus gentil. » Antoine s'assit sur le bord de son lit, cherchant des mots qui pourraient expliquer les préjugés des adultes au cœur innocent d'un enfant. Certaines personnes jugent les autres sur des choses qui n'ont pas d'importance, ma chérie. Des choses comme l'argent de leur famille ou l'endroit où ils vivent. Mais tu sais ce qui compte vraiment, n'est-ce pas? Leur gentillesse à l'intérieur, dit doucement Julie. Et s'ils te donnent envie de parler quand tu pensais avoir oublié comment faire? Ah, exactement. Et Julie, je suis fier de toi pour avoir défendu Lucas, bien que pousser ne soit pas la réponse. La prochaine fois, utilise tes mots. Tu as des mots puissants maintenant. Alors qu'Antoine éteignait la lumière, la voix de Julie filtra à travers l'obscurité. « Papa, est-ce que les gens vont essayer de faire partir Lucas et sa maman parce qu'ils pensent qu'on ne devrait pas être ensemble ?» La question frappa Antoine comme un coup de poing, car la vérité était qu'il commençait à craindre que la réponse ne soit oui. La crise éclata un mardi matin de juin, rapide et brutal comme un orage d'été. Antoine examinait les rapports trimestriels lorsque Marguerite fit irruption dans son bureau sans frapper, le visage pâle et urgent. « Monsieur, vous devez voir ça immédiatement. » Elle poussa un journal local sur son bureau, ses mains tremblant légèrement. Le titre glaça le sang d'Antoine. « L'affaire de charité personnelle du PDG du groupe Moreau. Favoritisme ou romance ?» En dessous, il y avait une photo d'Antoine, Anne, Lucas et Julie sortant de la bibliothèque ensemble le week-end précédent, ressemblant à s'y méprendre à une famille. L'article était un chef-d'œuvre d'insinuation et de spéculation calculée. Il remettait en question les qualifications d'Anne, suggérait des relations inappropriées et dépeignait Antoine comme un PDG qui avait contourné les politiques de l'entreprise pour son bénéfice personnel. Pire encore, il plongeait dans l'histoire de Julie, la décrivant comme la fille traumatisée de la défunte Sophie Moreau, maintenant potentiellement utilisée comme un pion dans la crise de la quarantaine de son père. Comment ont-ils obtenu ces informations? Exigea Antoine, sa voix dangereusement calme. Le journaliste a parlé à plusieurs employés, d'anciens parents d'élèves, même certains habitués du parc. Quelqu'un a divulgué des détails pendant des semaines. Marguerite fit une pause. « Monsieur, le conseil d'administration se réunit en séance d'urgence cet après-midi. Ils sont préoccupés par la réputation de l'entreprise. » À midi, le téléphone d'Antoine sonnait sans cesse. À 14 heures, l'histoire avait été reprise par les médias financiers. À 16 heures, les actions du groupe Moreau avaient chuté de 3%. À 17 heures, Antoine se retrouva assis devant son propre conseil d'administration comme un accusé au tribunal. « Antoine, nous sommes amis depuis 15 ans, dit Richard Blanc, le président du conseil et un vieil ami d'université d'Antoine. Mais cette situation est devenue intenable.
L'apparence d'irrégularité nuit à notre réputation d'entreprise. Il n'y a aucune irrégularité. Dit fermement Antoine, Anne Martin a été embauchée sur la base de ses qualifications et de notre besoin réel. Une femme avec un diplôme incomplet et aucune expérience en entreprise, embauchée avec un salaire 30% supérieur à la norme de l'industrie, dont le fils se trouve être le meilleur ami de votre fille. La membre du conseil, Patricia Valois, secoua la tête. Antoine, même si tout est en règle, l'apparence est terrible. Antoine regarda les visages qu'il connaissait depuis des années, des gens à qui il avait confié l'avenir de son entreprise. Vous me demandez de la licencier? Le silence s'étira comme du fil de fer barbelé. Nous te demandons de prendre une décision sur ce qui compte le plus, dit doucement Richard. Tes relations personnelles ou l'entreprise que ta femme t'a aidé à construire? La mention de Sophie frappa Antoine comme une gifle. Sophie, qui avait cru en l'utilisation du succès pour élever les autres. Sophie, qui aurait adoré l'esprit de Lucas et la dignité d'Anne. Sophie, qui avait fait promettre à Antoine de ne jamais laisser le cœur de Julie se fermer au monde. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a dit Antoine en se levant brusquement. Tu as jusqu'à vendredi, dit Patricia. Soit Madame Martin démissionne, soit nous nous verrons contraints de convoquer un vote de défiance à l'égard de ton leadership. Cette nuit-là, Antoine s'assit dans son bureau avec un verre de whisky qu'il ne pouvait pas savourer, regardant une photo de Sophie tenant Julie bébé. Que ferait Sophie? Que dirait-elle d'un monde qui punissait la gentillesse et exigeait qu'il choisisse entre la guérison de sa fille et la réputation de son entreprise? Son téléphone vibra avec un message d'Anne. « Monsieur Moreau, j'ai vu les nouvelles. Je présenterai ma démission demain. Merci pour l'opportunité. Lucas et moi nous en sortirons. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Julie apparut à la porte en pyjama, son visage maculé de larmes. Papa, Lucas a appelé. Il a dit que sa maman doit quitter son travail parce que les gens disent des choses méchantes sur le fait que nous soyons amis. Il a dit que peut-être on ne devrait plus se voir parce qu'on cause trop de problèmes. Le cœur d'Antoine se brisa en regardant le visage dévasté de sa fille. Elle avait trouvé sa voix, sa joie, son meilleur ami, et maintenant les préjugés des adultes menaçaient de tout lui enlever. « C'est vrai, papa? On doit arrêter d'être amis avec Lucas, parce que les gens n'aiment pas qu'on soit ensemble. » Qu'Antoine réalisa que ce moment définirait non seulement son avenir, mais aussi la compréhension de Julie, de si l'amour et la loyauté comptaient plus que l'opinion publique et le succès financier. Sa réponse allait tout changer. Antoine ne dormit pas cette nuit-là. À l'aube, il avait pris une décision qui sauverait sa famille, ou détruirait tout ce qu'il avait. Construite, il appela Marguerite à 6 heures du matin. Annulez toutes mes réunions aujourd'hui et convoquez une conférence de presse d'urgence pour 14 heures cet après-midi. Monsieur, le conseil a spécifiquement déconseillé de... je ne demande pas de conseil. Je te dis ce que nous allons faire. À 7 heures du matin, Antoine frappa à la porte de l'appartement d'Anne. Elle ouvrit, encore en pyjama, les yeux rouges d'avoir pleuré. Monsieur Moreau, j'étais sérieuse dans ce que j'ai dit. Je démissionnerai aujourd'hui. Je ne laisserai pas Lucas et Julie souffrir parce que des adultes ne peuvent pas gérer leur amitié. Je peux entrer. Nous devons parler. Dans le petit salon, Lucas était assis à la table de la cuisine, poussant des céréales dans son bol, son éclat habituel terni. Quand il vit Antoine, il réussit un sourire courageux. « Salut, Monsieur Moreau. J'ai dit à Julie qu'elle ne devait pas être triste pour le travail de maman. On s'en sortira. On s'en sort toujours. » La résilience de l'enfant face à la cruauté des adultes brisa quelque chose dans la poitrine d'Antoine. « Lucas, et si je te disais que ta maman n'a pas à démissionner? Et si je te disais que parfois, les adultes doivent tenir tête aux brutes comme le font les enfants? » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Vous voulez dire, comme quand Julie a poussé Béatrice pour avoir dit des choses méchantes sur moi? Exactement comme ça. Sauf qu'au lieu de pousser, je vais utiliser mes mots. Des mots très publics. » Anne le dévisagea. « Monsieur Moreau, vous ne pouvez pas risquer votre entreprise pour nous. Ça n'en vaut pas la peine. » « Oh, vous avez tort, » dit doucement Antoine. « Vous deux m'avez rendu ma fille. Vous m'avez montré ce qui compte. Et si mon entreprise ne peut pas survivre au fait que je fasse ce qui est juste, alors peut-être que ce n'est pas l'entreprise que Sophie et moi rêvions de construire. » À 2 heures cet après-midi-là, Antoine se tenait devant une salle remplie de journalistes, de caméras et de visages sceptiques. Derrière lui, un grand écran affichait le logo du groupe Moreau et sa mission: bâtir des communautés, renforcer les familles,
créer des opportunités. Bonjour. Je suis ici pour aborder les récentes spéculations concernant les pratiques d'embauche de mon entreprise et mes relations personnelles. La voix d'Antoine était ferme, contrôlée. Il y a 3 mois, ma fille de 7 ans, Julie, a prononcé ses premiers mots en plus de 3 ans. Elle était silencieuse depuis la perte de sa mère, dans un accident de voiture, malgré les efforts des meilleurs spécialistes que l'argent pouvait acheter. Un murmure parcourut la foule. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Julie a retrouvé sa voix grâce à son amitié avec Lucas Martin, 7 ans. Un enfant remarquable qui comprenait la perte, qui faisait preuve de gentillesse sans attente de récompense et qui possédait un don pour guérir les cœurs brisés. La mère de Lucas, Anne Martin, prépare un diplôme d'infirmière, tout en cumulant 3 emplois pour subvenir aux besoins de son fils après avoir perdu son mari dans un accident de travail. Antoine fit une pause, regardant droit dans les caméras. Quand j'ai appris que la famille Martin faisait face à une expulsion, un choix s'est présenté à moi. Je pouvais faire un chèque et me sentir bien dans ma charité, ou je pouvais créer une opportunité pour une femme travailleuse de construire un avenir meilleur pour elle et son fils. J'ai choisi l'opportunité. J'ai choisi d'offrir à Anne Martin un poste au sein de notre entreprise, un poste pour lequel elle est particulièrement qualifiée, ayant surmonté l'adversité tout en maintenant sa dignité, son éthique de travail et son engagement à aider les autres. La salle était complètement silencieuse. Le groupe Moreau a toujours défendu le principe que le succès ne signifie rien s'il n'élève pas les autres. Aujourd'hui, je réaffirme cet engagement. Anne Martin a été embauchée non pas parce que nos enfants sont amis, mais parce qu'elle incarne les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été fondée. Tout membre du conseil d'administration qui ne peut soutenir cette décision est libre de démissionner. Antoine se rapprocha des microphones, sa voix gagnant en force. Je ne m'excuserai pas parce que ma fille a retrouvé sa voix. Je ne m'excuserai pas pour avoir reconnu le talent, quel que soit le code postal de quelqu'un. Et je ne m'excuserai pas de croire qu'en France, l'amitié entre enfants devrait être célébrée, pas scrutée. Alors qu'Antoine quittait le pupitre, les journalistes crièrent des questions, mais il les ignora toutes. Il avait dit ce qu'il avait à dire, maintenant il devait vivre avec les conséquences. Son téléphone sonnait avant même qu'il n'atteigne sa voiture. Le nom de Richard Blanc clignotait sur l'écran. « Antoine, qu'est-ce que tu crois que tu viens de faire, bon sang ?» « J'ai dit la vérité, Richard. Quelque chose que nous semblons avoir oublié comment faire. Le conseil se réunit ce soir. »« Ce ne sera pas nécessaire, » l'interrompit Antoine, « parce que je viens de me souvenir de quelque chose d'important. Je détiens 52% de cette entreprise, ce qui signifie que je ne sers pas au bon plaisir du conseil. C'est vous qui servez au mien. » Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller chercher ma fille à l'école. Elle se demande probablement si son amitié est sur le point de détruire tout ce qui lui est cher. Et je peux lui dire que certaines choses valent la peine d'être défendues. » En raccrochant, Antoine réalisa que pour la première fois depuis la mort de Sophie, il se sentait comme l'homme qu'elle avait épousé. L'homme qui croyait que faire ce qui est juste importait plus que d'être à l'aise. Mais le vrai test viendrait quand Julie poserait la question qu'il savait qu'elle attendait. Avait-il sauvé leur nouvelle famille ou sa prise de position publique avait-elle aggravé les choses? La réponse vint plus tôt qu'Antoine ne l'avait prévu. Quand il arriva à l'école de Julie, il la trouva assise dans le bureau de la directrice avec Lucas à ses côtés, les 2 enfants se tenant la main et semblant remarquablement calmes pour 2 enfants de 7 ans dont la vie avait été bouleversée. « Monsieur Moreau, » dit la directrice en se levant à l'entrée d'Antoine. « J'ai appelé parce que les enfants ont insisté pour être ensemble aujourd'hui et, étant donné les circonstances, nous avons pensé qu'il valait mieux les garder au bureau où ils seraient à l'abri de l'attention des médias. » À travers la fenêtre, Antoine pouvait voir des camionnettes de chaînes d'information sur le parking de l'école, des journalistes avec des caméras attendant un aperçu des enfants au centre de l'histoire. « Papa !» Julie sauta et courut vers lui. « Tu as vraiment dit à tout le monde à la télé que Lucas et Anne devaient rester. Tu as vraiment dit que l'amitié est plus importante que les opinions des gens méchants. »« Oui, ma chérie. J'ai dit la vérité sur ce que toi et Lucas signifiaient pour notre famille. » Lucas s'approcha plus hésitant. « Monsieur Moreau, maman a vu votre discours à la télé au travail. Elle a pleuré, mais c'était des larmes de joie cette fois. Elle a dit que vous êtes la personne la plus courageuse qu'elle ait jamais rencontrée. » « Non, Lucas, c'est ta mère la courageuse. T'es élevé seule,
Travailler si dur pour construire une vie meilleure. Cela demande un vrai courage. Monsieur Moreau, interrompit doucement la directrice. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Après la diffusion de votre conférence de presse, nous avons reçu plus de 200 appels. La plupart étaient de soutien. Des parents partageant leurs propres histoires sur leurs enfants, trouvant l'amitié à travers les classes sociales. Des gens vous félicitant pour avoir pris position. Ouah. Antoine sentit une petite étincelle d'espoir. Et les autres? Reza, quelques plaintes, principalement de personnes avec qui nous avons eu des problèmes auparavant. Mais dans l'ensemble, la réponse a été extrêmement positive. Il semble que votre message ait résonné avec plus de gens que vous n'auriez pu l'espérer. Alors qu'il se préparait à sortir par l'entrée arrière pour éviter les médias, Julie tira sur la manche d'Antoine. « Papa, est-ce que Lucas peut venir à la maison avec nous aujourd'hui? Je veux lui montrer le jardin de maman. Je pense qu'il aimerait voir où elle a planté des fleurs qui reviennent chaque année, même après que l'hiver les a endormis. » Antoine regarda ses deux enfants remarquables, qui s'étaient trouvés contre toute attente et avaient reconstruit les morceaux brisés l'un de l'autre avec rien de plus qu'une pure amitié. « Bien sûr qu'il le peut, ma chérie. Je pense que ta maman adorerait que Lucas voie son jardin. » Cette nuit-là, alors qu'Antoine regardait Julie et Lucas lire ensemble dans le jardin de Sophie, tandis qu'Anne aidait à préparer le dîner dans sa cuisine, son téléphone sonna. L'afficheur indiquait le numéro de Richard Blanc. « Antoine, je te dois des excuses. Le conseil s'est réuni ce soir, et après avoir vu la réponse du public à ton discours, nous avons décidé à l'unanimité de soutenir ta position. Plus que ça, nous voulons développer le programme de bien-être qu'Anne développe, en faire une initiative phare. » Antoine sortit, où il pouvait parler en privé. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Richard? » Ma femme. Elle m'a rappelé que notre fille a lutté contre l'anxiété pendant 2 ans, après notre divorce, et que la seule chose qui l'a aidée a été une amitié avec une fille d'un milieu complètement différent. Parfois, nous nous concentrons tellement sur la protection de ce que nous avons que nous oublions pourquoi nous l'avons construit en premier lieu. À travers la fenêtre de la cuisine, Antoine pouvait voir Anne et Julie travailler côte à côte, s'enseignant mutuellement. Anne montrant à Julie comment assaisonner les légumes, Julie montrant à Anne quelles herbes poussaient dans différentes parties du jardin. « Richard, il y a autre chose. Je veux créer un fonds de bourse. La bourse mémorielle Sophie Moreau pour les parents célibataires poursuivant des études dans le domaine de la santé. Je veux m'assurer que d'autres familles comme celle d'Anne ont les opportunités qu'elles méritent. On considère que c'est fait. Et Antoine, ce petit garçon, il est spécial, n'est-ce pas? » Antoine regarda Lucas arroser soigneusement les plantes que Julie lui avait montrées, expliquant à chaque fleur pourquoi il était important de boire de l'eau pour devenir fort. Oui, ils le sont tous les deux. Alors qu'Antoine raccrochait, Julie apparut à ses côtés, glissant sa petite main dans la sienne. « Papa, Lucas veut savoir si on peut dîner comme ça chaque semaine, comme une vraie famille qui choisit d'être ensemble au lieu d'être obligée de l'être. » Antoine regarda le visage plein d'espoir de sa fille, puis de nouveau vers la cuisine, où Lucas faisait rire Anne avec une histoire animée de sa journée. « Je pense que ça sonne parfait, Julie. Je pense que maman aimerait qu'on choisisse notre famille avec nos cœurs. » Mais alors qu'Antoine prononçait ces mots, il réalisa qu'il restait encore une dernière épreuve. Une épreuve qui déterminerait si leur famille non conventionnelle pourrait vraiment survivre dans un monde qui préférait ses histoires d'amour simples et ses lignes sociales clairement définies. Demain apporterait le défi final, et Antoine n'était pas sûr que l'un d'eux soit préparé à ce qu'il révélerait. L'épreuve finale arriva un matin froid de juillet, 6 mois après que Julie eut prononcé pour la première fois le nom de Lucas dans ce bac à sable. Antoine examinait les candidatures pour la bourse mémorielle. Sophie Moreau, lorsque Marguerite frappa à sa porte avec une expression qu'il avait appris à reconnaître, le regard qui signifiait que quelqu'un de son passé était sur le point d'entrer en collision avec son présent. « Monsieur Moreau, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Elle dit que c'est à propos de la famille Martin et qu'elle ne parlera à personne d'autre. Son nom est Dr Hélène Martin et elle semble bouleversée. La femme qui entra dans le bureau d'Antoine avait la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants attachés sévèrement et la prestance de quelqu'un habitué aux conversations difficiles. Elle se portait avec l'autorité de quelqu'un qui annonçait des nouvelles qui changèrent des vies pour gagner la sienne. « Monsieur Moreau, je suis le docteur Martin de l'hôpital pour enfants.
J'étais la conseillère en traumatologie de Julie pendant la première année après l'accident. Elle s'arrêta, étudiant son visage. Je dois vous parler de Lucas Martin. Le sang d'Antoine se glaça. Lucas est malade? Il s'est passé quelque chose? Non, rien de tel. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des mois, quand j'ai vu pour la première fois la couverture médiatique. Le docteur Martin s'assit lourdement, comme si le poids de ses paroles était trop lourd à supporter debout. Monsieur Moreau, Lucas. Martin était aussi mon patient. Les mots frappèrent Antoine comme un coup de poing. Que voulez-vous dire? Il y a 18 mois, lorsque son père est décédé dans cet accident de chantier, Lucas était dans la voiture qui a amené Charles à l'hôpital. Il a tout vu, l'accident, l'ambulance, les derniers moments de son père. Il a développé un mutisme sélectif, tout comme Julie. Pendant 8 mois, Lucas n'a parlé à personne d'autre que sa mère, et même alors, seulement en chuchotant. Antoine sentit la pièce tourner autour de lui. C'est impossible. Lucas parle constamment. C'est l'enfant le plus verbal que j'ai jamais rencontré. Mais enfin, si, il l'est maintenant. Mais quand il est venu me voir pour la première fois, il était aussi silencieux que Julie ne l'a jamais été. Sa guérison a commencé il y a environ 4 mois, juste au moment où il a rencontré Julie. Le docteur Martin se pencha en avant, ses yeux intenses. « Monsieur Moreau, ce qui s'est passé entre Julie et Lucas dans ce bac à sable n'était pas seulement de l'amitié. C'étaient 2 enfants traumatisés, reconnaissant la douleur l'un de l'autre et se guérissant mutuellement par la connexion. La révélation brisa tout ce qu'Antoine pensait comprendre. Lucas n'avait pas aidé Julie à trouver sa voie. Ils avaient trouvé leur voie ensemble. L'enfant qui semblait si confiant, si naturellement doué pour aider les autres, avait mené sa propre bataille contre le silence. « Pourquoi Anne ne me l'a-t-elle pas dit ?» demanda Antoine, sa voix à peine un murmure. « Parce que Lucas lui a fait promettre de ne pas le faire. Il avait peur que si les gens savaient qu'il avait été brisé lui aussi, il ne lui ferait pas confiance pour aider Julie. Il protégeait sa guérison, cachant son propre parcours. » Antoine ferma les yeux, voyant chaque interaction entre les enfants sous un nouveau jour. La sagesse de Lucas sur le manque des gens, sa compréhension instinctive du silence de Julie, sa capacité naturelle à se connecter avec les enfants blessés. Tout prenait un sens parfait et dévastateur. « Il y a plus », continua le docteur Martin. « Le jour de l'accident de Charles, il travaillait sur un chantier de construction pour le groupe Moreau. Le chantier où il est mort était la fondation de votre nouveau siège social. » Le monde d'Antoine bascula sur son axe. Charles Martin était mort en construisant les rêves d'Antoine. Pendant qu'Antoine assistait à des réunions de conseil pour planifier l'avenir, l'homme dont la mort avait traumatisé Lucas était tué en créant quelque chose pour l'héritage de la famille Moreau. Docteur Martin, pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que Lucas lutte à nouveau. L'attention des médias, le scrutin de son amitié avec Julie fait remonter son traumatisme. Anne a appelé hier parce qu'il commence à se renfermer, à se blâmer pour les problèmes auxquels votre famille est confrontée. Il pense que s'il n'avait pas été brisé, rien de tout cela ne serait arrivé. L'ironie était dévastatrice. Lucas, qui avait sauvé Julie en étant assez courageux pour parler le premier, se retirait maintenant dans le silence parce qu'il craignait que sa propre fragilité ne blesse les gens qu'il aimait. Antoine se leva brusquement. Je dois le voir maintenant. 20 minutes plus tard, Antoine se retrouva de nouveau au 231 rue des Palmiers. Mais cette fois, il n'apportait ni chèque ni offre d'emploi. Il portait le poids de la compréhension et la détermination de sauver l'enfant qui avait sauvé sa fille. Anne ouvrit la porte, son visage maculé de larmes. « Monsieur Moreau, j'allais vous appeler. Lucas est si calme depuis hier, il ne parle même plus à Julie au téléphone. Anne, nous devons parler, tous ensemble. » Ils trouvèrent Lucas dans sa chambre, assis près de la fenêtre avec le télescope que son père lui avait donné, regardant le ciel couvert avec des yeux qui avaient perdu leur lumière. Quand il vit Antoine, il réussit un faible sourire. « Salut, monsieur Moreau. Désolé d'avoir été bizarre ces derniers temps. Je ne veux juste pas causer plus de problèmes à Julie. » Antoine s'assit sur le petit lit de Lucas, son cœur se brisant pour cet enfant remarquable qui portait des fardeaux trop lourds pour de jeunes épaules. « Lucas, le docteur Martin est venu me voir aujourd'hui. Elle m'a parlé de ton papa, de l'accident, de comment toi aussi tu n'as pas pu parler pendant longtemps. » Le visage de Lucas s'effondra. Elle avait promis de ne rien dire. « Je lui ai fait promettre parce que je ne voulais pas que vous le sachiez.
Pourquoi? La voix d'Antoine était douce. Parce que la voix de Lucas se brisa. Parce que si les gens savaient que j'étais cassé moi aussi, ils pourraient penser que j'empirais les choses pour Julie au lieu de les améliorer. Et parce que mon papa est mort en construisant quelque chose pour votre entreprise, et j'avais peur que vous vous sentiez trop triste à ce sujet pour nous laisser continuer à être amis. Les mots brisèrent le cœur d'Antoine en 1000 morceaux. Cet enfant de 7 ans avait protégé tout le monde. Julie, Anne, même Antoine lui-même, en portant sa douleur seul. Lucas, regarde-moi. Antoine attendit que l'enfant croise son regard. Ton père n'est pas seulement mort en construisant quelque chose pour mon entreprise. Il est mort en construisant quelque chose qui créerait des emplois pour des centaines de familles. Quelque chose qui aiderait d'autres personnes à réaliser leurs rêves. C'était un héros tout comme toi. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un garçon qui a eu peur et qui a arrêté de parler. Tu es un héros parce que tu as retrouvé ta voix et que tu l'as utilisée pour aider Julie à trouver la sienne. Tu es un héros parce que tu as vu quelqu'un d'autre qui était blessé et que tu as choisi d'être courageux pour elle alors que tu apprenais encore à être courageux pour toi-même. Lucas s'essuya le nez avec sa manche. Vraiment? Pour de vrai? Pour de vrai. Et Lucas, il y a autre chose que tu dois savoir. L'accident de ton père a conduit à de nouvelles réglementations de sécurité qui ont sauvé la vie de dizaines d'autres travailleurs. Son sacrifice a signifié quelque chose, tout comme ton amitié avec Julie signifie quelque chose. Tandis qu'Antoine parlait, il vit la lumière revenir lentement dans les yeux de Lucas. Mais la vraie magie se produisit lorsque Julie apparut à la porte. Ayant convaincu son chauffeur de l'amener à l'appartement quand Lucas ne répondait pas à ses appels. Lucas Martin, dit-elle avec l'autorité féroce d'une fillette de 7 ans en mission. Arrête de t'apitoyer sur ton sort tout de suite. On est tous les deux cassés et on s'est réparé l'un l'autre et c'est la plus belle chose au monde. Si tu essaies de gâcher ça en étant triste à ce sujet, je vais être très en colère contre toi. Lucas la regarda un instant puis éclata de rire. Le premier vrai rire qu'Antoine avait entendu de lui depuis des semaines. Julie Moreau, tu es la meilleure amie la plus autoritaire que quelqu'un ait jamais eue. Maintenant viens ici et aide-moi à dire à nos parents qu'on veut faire quelque chose de spécial pour tous les enfants dont les mamans et les papas sont au ciel. Alors qu'Antoine regardait les enfants s'étreindre, leur lien guérisseur plus fort que jamais, il réalisa que cela n'avait jamais été une histoire d'un homme riche aidant une famille pauvre. C'était une histoire de personnes brisées, se trouvant et choisissant de devenir une famille, malgré ou peut-être à cause de leurs blessures communes. 6 mois plus tard, Antoine se tenait dans la nouvelle aile pour enfants du centre de soutien familial Sophie Moreau, regardant Lucas et Julie diriger un groupe de soutien pour les enfants qui avaient perdu un parent. Le centre, construit avec des fonds de la Fondation mémorielle Sophie Moreau et dirigé par Anne Martin, qui était légalement devenue une partie de leur famille, servait des familles de tous les coins de la ville. Le truc avec le manque de quelqu'un, disait Lucas à une salle pleine d'enfants, c'est que ça ne cesse jamais complètement de faire mal, mais ça peut commencer à faire moins mal quand on trouve d'autres personnes qui comprennent. Julie hocha la tête sérieusement. Et quand on aide d'autres enfants qui sont tristes comme on l'était, ça transforme la tristesse en quelque chose d'utile, comme des fleurs qui poussent de la terre. La terre n'est pas jolie, mais elle rend possible de belles choses. Antoine sourit, se souvenant de la citation préférée de Sophie. La guérison ne consiste pas à oublier la douleur, mais à la transformer en quelque chose qui aide les autres à avoir moins mal. En regardant sa fille, sa famille élargie, aider un autre enfant silencieux à trouver ses mots, Antoine comprit que cela avait toujours été le plan de Sophie. D'une manière ou d'une autre, d'où qu'elle les regarde, elle avait orchestré toute cette belle collision de cœurs brisés, apprenant à battre à nouveau en harmonie. Julie croisa son regard et lui fit un signe de la main, son sourire assez brillant pour illuminer toute la ville. À côté d'elle, Lucas sourit et fit un pouce levé à Antoine avant de se retourner pour aider une petite fille, qui essayait de dire le nom de son père pour la première fois depuis sa mort. 2 enfants qui avaient trouvé leur voie dans un bac à sable étaient devenus des guérisseurs, pour un monde plein de gens apprenant à parler après le silence. Et Antoine Moreau, le PDG qui pensait autrefois que l'amour pouvait se mesurer en euros et que le succès pouvait se quantifier en profit, avait appris que les choses les plus précieuses de la vie ne pouvaient pas être achetées. Elles ne pouvaient qu'être choisies
nourries et partagées avec des cœurs assez courageux pour rester ouverts, malgré le risque d'être brisés. Finalement, Julie avait eu raison depuis le début. Parfois, la plus belle chose au monde était simplement deux personnes brisées, choisissant de se réparer mutuellement, un mot à la fois. Avez-vous aimé cette histoire émouvante? Si elle a touché votre cœur, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui vous toucheront. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouveauté. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que l'amour transcende la mort? Avez-vous déjà eu une expérience inexplicable avec des êtres chers décédés? Je veux entendre vos histoires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cette personne spéciale qui a besoin de croire aux miracles et aux secondes chances. À la prochaine histoire, avec amour.